Alors, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série où est-ce qu'on va parler de l'épisode 1 et 2 qui s'est sorti aujourd'hui, en fait vendredi, pas vendredi, lundi, le 2 décembre. En France, on est maintenant le mardi 3 et on va parler des deux premiers épisodes de la série Skeleton Crew, l'escouade squelette. Traduction douteuse. Bon, on va l'apprendre. Ouais, hein, pour le français. Je suis content que tu le mentionnes parce que je pense que ça vaut la peine de dire que ça aurait été comme la véritable traduction, ça serait plutôt équipage réduit. Ouais, exactement. Si on prend l'expression. Si on prend l'expression réelle, ça serait beaucoup plus équipage réduit que escouade squelette. Mais la seule chose qu'on pourrait dire peut-être, c'est qu'ils vont peut-être se nommer ainsi. C'est pas impossible. T'sais, après un certain temps, ils vont dire on est l'escouade squelette ou we're the Skeleton Crew en tant que nom propre et non commun. Anyway. Exact. Peu importe. Donc, récemment, on a eu quelques émissions. On a eu nos suggestions cadeaux, bien sûr. Donc, on vous l'a fait un peu d'avance, comme à chaque année, pour que vous ayez le temps de mijoter tout ça et aller magasiner un petit peu pour le temps des fêtes. On a aussi une belle entrevue avec Jean-François Rolland qui a fait le livre Les jouets Conners de 1978-85. C'est un livre qui couvre tous les jouets vintage et on voit tout le contexte, les emballages, etc. C'est très intéressant. Et aussi, on a eu un épisode sur l'article de Variety qui mentionnait que Hollywood serait possiblement à la recherche de superfans. Donc, République est l'invité de Sébastien et Sylvain. Ils discutent de qu'est-ce que c'est un superfan, est-ce que c'est une bonne idée, etc. On vous la suggère, cette émission, c'est très intéressant. Ça donne une perspective différente, possiblement, de tout ce qui se passe en ligne et Hollywood. Et bien sûr, on ne peut pas manquer ça, l'excellente entrevue que Sébastien a fait avec Christopher Ford et John Watts. Il ne nous donne pas beaucoup de détails, mais il y a des choses intéressantes par rapport à si la série elle a du succès, etc. Et puis, c'est beaucoup focusé sur l'arrière-scène et les effets spéciaux, etc. Donc, effets pratiques aussi. Donc, sur ce, des perles. Ces deux gars-là, des perles. Ils ont l'air très sympathiques. J'ai envie de parler avec eux pendant 1h30 de temps. En effet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va commencer par une... nous, on a eu la chance, Sébastien, moi et Jean-François, qui d'ailleurs ne peut pas être ici ce soir à cause du travail, donc on fait l'épisode quand même. On a eu la chance de voir l'épisode 1, 2 et 3. Malheureusement, avec la date devancée de la publication, on nous a dit de ne pas parler de l'épisode 3, même en commentaire social, pour les médias sociaux. Donc, on va s'abstenir de l'épisode 3. L'équipe française, la semaine prochaine, va s'en occuper. Par contre, on va spéculer dans la partie spoilers avec toutes les images qu'on a vues sur les trailers, les connaissances qu'on a des deux premiers épisodes. Et on va essayer de spéculer avec nos folles théories aussi qu'on avait l'habitude dans le passé. Première partie, sans spoilers, bien sûr. Donc, on va vous parler de nos impressions générales. Je pense que si vous n'avez pas vu les épisodes, allez les voir ou attendez nos impressions finales et arrêtez la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et puis, revenez par la suite. Et puis, ensuite, on va aller en partie spoilers et on va vraiment décrire les détails, les easter eggs qu'on a possiblement vus. Et puis, on va spéculer sur le futur, dans quelle direction l'on croit que ça s'en va. C'est bon, Seb? Donc, on va passer immédiatement. Pas de transition. On pourrait faire l'hyperespace. On va faire l'hyperespace. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, l'hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, l'épisode 1 et 2, on n'a pas de titre encore. Vraiment. On peut dire que la durée des épisodes, donc l'épisode 1 dure 46 minutes, incluant les crédits, etc.
et le deuxième épisode dure 29 minutes. Je vous mets à l'écran l'horaire des épisodes et les réalisateurs. Donc, on a su hier de la journée d'enregistrement, on est mercredi aujourd'hui. Donc, hier, on devançait la date. Donc, le premier épisode est le 2 décembre. Les deux premiers épisodes, en fait, sont le 2 décembre. Donc, le premier est réalisé par John Watt, le deuxième par David Lowery. Le 10 décembre, ici, quand on dit 10 décembre, c'est la date Amérique, donc rajouter une journée en Europe, parce que c'est pendant la nuit. Épisode 3, David Lowery, okay, encore. 17 décembre, The Daniels. J'ai aucune idée qui sont The Daniels. C'est deux réalisateurs, c'est eux qui ont fait Everything Everywhere All at Once. Oh, ça va être intéressant, ça. Ouais. Mais ils ont réalisé l'épisode avant de faire Everything Everywhere All at Once aussi. Oh oui, ça fait longtemps donc. OK. La veille de Noël, le 24 décembre, pour nous, le 25 en France, Jake Schreider, qui est le réalisateur, le 31 décembre, la veille du jour de l'an, donc le jour de l'an pour la France. Une de mes préférées, Bryce Dallas Howard. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Bien sûr, la fille du réalisateur Ron Howard. Et le 7 janvier, Lee Isaac Chung, je crois qu'il a réalisé un épisode soit de Ahsoka ou de Mandalorian, je ne suis pas sûr. Peut-être que je me trompe complètement. Et puis le dernier, on retourne avec John Watts, qui est le lead en fait pour Skeleton Crew, donc le 14 janvier, l'épisode 8. 8 épisodes, on espère qu'il va en avoir plus. Justement, Seb, ton ressenti pour les deux premiers, autant côté acting, donc le jeu d'acteur, les effets spéciaux, les effets pratiques, l'histoire, le feeling, la nostalgie que ça peut t'amener, un peu de tout. Beaucoup d'effets pratiques. On retrouve le vieux Star Wars à ce niveau-là. Au niveau de l'acting, ben, c'est beaucoup de l'acting avec des jeunes enfants, mais c'est pas une émission pour enfants. C'est vraiment une émission pour fans en général. Donc, c'est vraiment bien dirigé puis géré à ce niveau-là. Donc, rien à redire là-dessus. Et les acteurs et actrices qui jouent dans l'émission là, font un très, très bon travail, peu importe leur âge. Et ils ont été un peu comme, je vais dire, coachés par Jude Law en même temps. Là. Donc, je pense que ça les a un peu aidés à bien rajouter à leur jeu d'acting, comme tu disais. Ensuite, pour les deux premiers épisodes, énormément de nostalgie. Pour les gens qui ont grandi dans les années 80, là, vous allez voir plein d'inspiration à plein d'autres choses. C'est pas une mauvaise chose, mais je dirais que c'est pas nécessairement une bonne chose non plus dans un certain sens, parce que par moments, ça peut comme nous distraire de l'histoire générale. Tu sais, on se dit « Hey, oui, c'est vrai, il avait fait ça dans les Goonies, il avait fait ça dans Space Camp, il avait fait... » tu sais. Fait que c'est un peu... c'est un peu comme ça là, que moi, ça m'a... c'est venu me chercher. Là. Écoute, même à ma deuxième écoute, je faisais pratiquement juste regarder l'arrière-plan, le background, puis hey, j'avais ce jouet-là. Hey, ils ont fait une réplique d'un peu un jouet du Armatron que j'avais comme quand j'étais jeune ou whatever, là, comme le walkie-talkie que j'avais. C'était comme... C'est comme wow! Ils ont vraiment investi. Tu viens de dire qu'il y avait le Armatron en background? Oui. Ben, j'en ai un. Comme en chrome, là. Plus, en tout cas, on ira plus, on apprendra plus tard. Non, moi, c'est un peu la même chose que toi. J'ai été agréablement surpris. Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Franchement, quand ils m'ont dit Goonies, j'ai dit OK. Goonies, j'ai beaucoup aimé. Goonies, c'était de mon époque. J'étais un jeune dans ce temps-là. Et puis, bon, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est très, très... le feeling est le même. Je dirais Goonies puis E.T. Très E.T. Donc E.T., tu as la partie jeune, puis tu as aussi une partie sérieuse un peu. Puis dans E.T., tu as aussi la partie parentale qui joue là-dedans. Je pense qu'il y a aussi dans cet épisode-là, vous allez voir, il y a le point de vue parental aussi dedans. Donc, je pense qu'avec toute la nostalgie, ils viennent beaucoup chercher les gens de notre âge, donc 40, 50.
cinquantaine. Et les enfants, c'est une aventure qui met en vedette des enfants. Et je crois que tous les enfants de Génération Alpha. 10-12 ans et moins là, vont triper sur cette émission-là. Exact. Là, dans le sens de hey, on va partir à l'aventure puis tout ça. Peut-être ça va faire sortir les enfants dehors, jouer dehors. Écoute. Sérieux. Puis j'ai envie de dire, là, écoute, on peut-tu partager une image rapidement là, avec les gens? Là? Moi, quelque chose qui. C'est dans du trailer, j'imagine, là? Non, même pas. Okay. C'est dans. Ben, en tout cas, je me souviens pas l'avoir vu dans le trailer, mais c'est dans les images du. On voit une partie dans le trailer, ouais. OK. Ben, petite anecdote là-dessus, justement, ils ont des espèces de speeder bike pour enfants. Fait que déjà là, c'est vraiment hot parce que c'est pas très comme... E.T. là. Ouais, c'est ça. C'est comme les BMX. Là. Les BMX, c'est ça. Mais la petite anecdote comique, c'est qu'on remarque que sur les guidons, il y a quelque chose qui est natif des années 80. Ouais, les franges. Les petites flanches. Puis ils ont, justement, c'est John Watts qui a appelé Dave Filoni. Puis là, il a dit, y a-tu des flanches dans Star Wars? Puis Dave Filoni a juste répondu, ben, il y en a maintenant. Moi, je trouve ça vraiment très comique, là, mais je trouve ça le fun de voir comme un concept de speeder bike pour enfants. Puis, c'est l'équivalent de nos Big Wheels dans le temps, là, Danny. C'est comme... c'est quelque chose, justement, là, qui va aller chercher les enfants, puis qui, je l'espère, va leur donner le goût de l'aventure. Je dirais, l'acting pour enfants est correct. Je veux dire, il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Mais bon, c'est des enfants de 10 ans. Fait que je ne m'attends pas à plus. C'est pareil comme Goonies, etc. C'est le niveau qu'on peut s'attendre à une série de ce genre-là. Qu'est-ce que j'ai noté? La musique qui a été composée par Nick Giacchino, qui est le fils de Michael. Il y a c'est pas très Star Wars, à part quelques mesures ici et là. Donc, vous avez un thème qui joue, de la musique un petit peu plus atmosphérique ou quelque chose, et ils vont vous introduire une mesure ou 2-3 mesures qui rappellent un thème de Star Wars, mais c'est pas de la musique à thème comme John Williams. Donc, attendez-vous pas au même feeling, je dirais. Cependant, si vous avez adoré les films des Pirates des Caraïbes, puis les films de pirates, vous allez reconnaître beaucoup d'intonations de musique de pirates. Oui, ça c'est vrai. Quand on voit un pirate, la petite passe que tu dis, oh, on est sur un bateau, il y a comme une connexion de neurones avec l'habitude de voir des films de pirates, puis il y a un certain style musical qui est attaché aux pirates, qui nous revient, il nous propulse un petit extrait dans la mélodie. Je connais pas assez mes chansons de pirates, là, mais je suis sûr d'en avoir reconnu au moins 2 qui ont été comme transformés par Nick, justement, en version Star Wars pour Skeleton Crew. Puis je me disais, c'est un choix, ça, là. C'est un choix, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Dans les 3 premiers épisodes, on ne parle pas du 3e, mais il y a tellement, je trouve que beaucoup d'attention aux détails. Il y a plein de petits trucs d'arrière-plan, des rappels. Écoute, on va en parler dans la partie spoiler, mais tu as des gros clins d'œil à Star Wars là-dedans, comme des recréations de scènes, quasiment. D'un autre, c'est pas pareil, mais tu as le même feeling. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai été agréablement surpris. Écoute, je pensais pas que, tu sais, à College, j'avais trouvé ça correct. Je m'attendais à quelque chose de moins que The Acolyte, mais j'ai l'impression que je vais aimer ça. J'ai l'impression que ça va être ma série préférée de l'année. Il y en a juste eu 2, là. Mais écoute, je ne suis pas le public cible, ben, pas du tout, mais pour une raison quelconque, ça m'accroche. Ça doit être juste la nostalgie que j'aimais ce genre de film-là quand j'étais jeune. C'est Space Camp, comme tu dis, E.T. puis vraiment Goonies dans ce cas-ci. Il y a quasiment des stéréotypes de personnages qu'il y avait dans Goonies aussi un petit peu. Là. Puis écoute, il y a une scène que je te voyais, Seb, là, je dis, ça c'est Seb quand il était jeune. Là.
Il dit, c'est sûr. Ça s'est croisé dans la rue quand on était jeunes. On aurait fait la même maudite affaire. Anyway, ça m'a rappelé qu'à l'époque qu'on jouait avec pratiquement rien. Et puis, c'est comme, on s'amusait avec rien. Imagination. Exactement. Puis, c'est le stéréotype d'un des enfants que vous allez voir. Donc, il est vraiment pas naïf, un peu naïf, mais Candide. Candide, qui a peur de rien, qui n'a pas le sens de la peur ou des conséquences, tout simplement. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. Et je dirais... Un rêveur. Ouais, un rêveur, voilà, un rêveur. Et je dirais, sans spoiler, que après avoir vu les 3 premiers, je dirais qu'on réalise ça après les 2 premiers épisodes. Donc, si vous écoutez notre émission, vous l'avez entendu. Il y a un mystère sous-entendu ici, là, qui n'est pas seulement les enfants qui veulent retourner chez eux. Là. Il y a quelque chose d'autre de sous-jacent qu'on n'a pas une plus grosse histoire derrière, qu'on n'a pas encore toute l'explication que ça va venir. Et j'espère que, on va en parler en partie spoiler, j'espère que ça va aller beaucoup plus loin, que ça va s'étendre et que j'avais théorisé sur une connexion avec un futur film. Ouais, ben, on en reparlera dans la partie spoiler. Ouais. Non, y a-t-il d'autres choses qu'on a à dire? Écoutez ça. Et puis, c'est pendant le temps des fêtes. Écoutez-la avec vos enfants si vous en avez. Ça va être, ils vont triper. Puis, j'ai l'impression que peut-être qu'ils vont manquer de jouets. Il y a des fortes chances. Je suis un petit peu. Je vais le dire là. Justement, vous avez passé notre émission sur les cadeaux de Noël. Vous voyez, j'ai le Onyx Cider en arrière, qui est le vaisseau qu'on retrouve là, dans la série. Il vient avec toutes les figurines des personnages principaux, sauf le robot SM-33. D'ailleurs, John Watts aimerait bien que quelqu'un réalise le robot avec les pièces Lego qu'il a chez lui. Donc, lâchez-vous lousse. La seule autre façon d'avoir un robot qui ressemblerait à SM-33, c'est K2SO, qui venait avec la shuttle de Krennic il y a quelques années, mais maintenant, c'est hors de prix, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est vrai que la tête ressemble. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a ce gros set-là. Il n'y a pas de plus petits ensembles. Puis j'espère franchement que Lego va faire des plus petits ensembles, plus accessibles aux enfants, autres que juste le Onyx Cider, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Excellent. Donc, on va passer immédiatement en partie spoilers. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va dire dans la partie spoilers? Quand il rencontre Luke Skywalker, là. Ouais, c'est ça. Non, on pourrait quand même dire les personnages, on ne les a pas vraiment nommés. Donc, le personnage principal, on pourrait dire c'est Wim, le jeune frisé, que tu disais qui est rêveur, naïf, qui est joué par Ravi Cabot Conyers. Tu as son ami qu'on voit ici aussi, l'espèce d'éléphant, là. Neil. Qui n'est pas la race de Max Rebo, c'est une autre race, qui est joué par Robert Timothy Smith. Lui, il est comme l'ami qui est un peu aventurier comme Wim, mais qui réfléchit plus aux conséquences, disons-le. Il suit son ami, mais il pense plus aux connaissances. Après, on a Fern, que je comparerais un peu... prenez Han Solo et Léa Organa, mélangez-les ensemble. Fait que ça fait comme une fille forte, trickster, un petit peu, donc qui joue des tours. Comment dire? Elle est méchante, un petit peu ses bords, elle est smart ass. Elle est très sarcastique. Elle n'est pas narcissique, elle est très sarcastique, mais comme elle tient son bout du bâton. C'est ça. Puis c'est elle qui devient un peu la leader du groupe. L'actrice, c'est Ryan Kira Armstrong. Et tu as celle ici que tu vois à côté avec l'espèce de lunettes électroniques à la Data dans Star Trek, qui est KB, écrit avec seulement les 2 lettres, KB. Et puis, elle, on peut carrément dire que c'est l'experte technique
right? La tech specialist. Absolument. La nerd, celle qui connaît. Je pense même que c'est elle qui aide à réparer le speeder de Fern au Fern. début. Ouais. C'est elle qui fait les calculs, elle est bonne en maths, etc. Elle a beaucoup de connaissances. Si on la compare à dans Goonies, c'est comme Data. Dans Goonies, moins les gadgets. Dans Goonies, Data avait une ceinture avec des enfants qui sortaient, puis un gros manteau plein de gadgets. Elle, c'est plus... On n'a pas encore vu toute la série. Là, non, c'est ça, on n'a pas vu toute la série, mais bon. Peut-être, on ne sait pas. Elle est comme la brain un peu du groupe. Dans le sens. Puis, on ne le voit pas ici, on le voit juste dans l'épisode 2, mais SM-33, qui est une espèce de droïde, on dirait un droïde impérial, un peu comme justement K2SO, qui est joué par Nick Frost, donc Shaun of the Dead, le film, et puis d'autres films avec... c'est quoi le nom de son partner d'acting? Simon Pegg, right? Oui. C'est ça? Donc, si vous voulez le reconnaître, c'est lui qui fait la voix de SM-33. Intéressant, il y a comme une jambe, il marche comme s'il y avait une jambe de bois un peu. Là. Il y a une jambe artificielle qui est juste un pic, donc il y a vraiment comme une jambe de bois, et il bouette exactement de la même façon, et vous le voyez à l'écran, il y a un petit rat dans la tête qui habite dans la tête, qui est un petit peu pas le perroquet d'un pirate. Silver, mais... Ouais, c'est ça, il y a comme un petit... on n'ira pas en détail, mais bon, l'histoire, si on fait globalement... Ben attends. Ouais, vas-y. Étant dans la section spoilers, puis ce qu'on va parler, ça couvre dans l'épisode 2, je vais me lancer une théorie folle de Seb. Là. Okay. Vas-y. J'ai l'impression que une des missions va être de retrouver l'œil manquant de SM-33 pour compléter son circuit mémoriel, puis être capable de retrouver At-Atin dans l'univers de Star Wars. Donc, ça, c'est moi, parce que ça, c'est pris un peu là, de Ben dans Treasure Planet. Là. Il manquait un circuit, ils ont remis le circuit, puis là, je me souviens de tout comment ça marche. Donc, ou un peu l'Indiana Jones, son œil, il est mis à quelque part, puis ça projette, puis ça ouvre une porte. Peu importe. J'ai l'impression que l'œil sera peut-être clé, puis c'est pas juste un robot Borg. Donc, première chose que je veux parler, qui n'est pas des théories encore. Parlons de la ville. On n'a pas le nom de la ville, on sait que c'est sur la planète At-Atin. Ville qui a l'air d'être une configuration circulaire, qui a l'air très low-tech. C'est comme vraiment très low-tech. Des bâtiments en ciment. Des maisons... low-tech, mais quand même, comme une civilisation avancée. Là, pas, c'est pas Moses pas, là, quand même. Non, c'est ça. Disons, comment je pourrais dire ça? Comme une banlieue nord-américaine. C'est placé dans une vallée de montagne, donc c'est entouré de montagnes. Il y a beaucoup de conifères, très, très canadiens, Amérique du Nord, nord des États-Unis. Ici, il y a une tour un peu comme à Shanghai, donc il y a un point focus qui est probablement le centre de tous les anneaux circulaires. Quand vous voyez toutes les shots un peu plus loin, c'est tous des cercles concentriques autour du centre. Ça focus tout vers le centre, donc il y a quelque chose au centre. Que c'est pas clair. Donc, qu'est-ce que tu penses de la ville? Moi, je vais te dire une théorie. On ne peut pas parler de la ville tout de suite. Pas théoriser trop vite. Je vais garder quelque chose pour plus la fin. OK. Mais, je trouvais ça étrange qu'il y ait ce genre de ville-là. Jusqu'à temps que je commence à me faire des avis sur d'autres choses qu'on a entendues sur la planète en tant que telle, qu'on va revenir dans pas long, qui m'a fait penser, OK, c'est peut-être pour ça que la ville est comme ça. N'est-ce pas? D'accord. Donc, on ne racontera pas l'histoire. Vous l'avez vu. Wim tombe dans une crevasse, il trouve le vaisseau, il retourne, il se fait chicaner par son père. Il retourne avec les deux filles, ils sont là. Ils vont dans le vaisseau et puis, bon,
Wim étant Wim. Je touche à rien, mais il pèse sur le bouton, puis le vaisseau a un hyperespace. Et on apprend que c'est défendu de sortir ou de rentrer sur la planète. De cette planète-là, ouais. Il y a une barrière qui appelle, comme une illusion. Quand on monte vers le haut, on voit que c'est comme des nuages en tourbillon, comme si c'était une nébuleuse ou une planète gazeuse. Donc, ça ressemble à 2024 étant 2024, là, ça ressemble beaucoup à des aurores boréales. Des aurores boréales, en effet. Donc, ça donne un premier contexte à OK, pourquoi? N'est-ce pas? Pourquoi qu'on ne peut pas sortir? On l'apprend à l'épisode 2, vraiment. Un petit peu plus. Ouais. Un petit peu plus, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tu sais, tu as plein de... Écoute, je vais commencer avec la scène d'ouverture. Juste la scène d'ouverture. Un hommage à A New Hope, l'ouverture de A New Hope. T'as même le gars qui pointe et qui lève les yeux dans les airs, pareil, la shot, là, c'est comme un hommage à A New Hope, vraiment. Pour moi, c'est un bon hommage à A New Hope, mais si jamais ils avaient voulu faire, tu sais, comme commencer une série sur la Vieille République, là, ça aurait été exactement le même type de début que j'aurais voulu voir, avec justement les Nihil là, qui abordent un vaisseau. Là. C'est, la série a le même texte bleu qu'on a vu dans plusieurs autres séries récemment. Il n'y a plus de crawl. Je ne sais pas s'ils veulent garder les crawls pour les films. Probablement, oui. Ou puis faire comme la distinction comme ça. En tout cas, on a encore le texte bleu qui nous explique un peu comme l'état de l'univers Star Wars, la galaxie à ce moment-là, avec la Nouvelle République et tout. Et le Donc, fait c'est ça se passe après. Pour moi, c'est après puis c'est après Mandalorian saison 3 parce qu'on va voir un personnage dans l'épisode 2 qui était un des pirates dans la saison 3. Qui poursuivait Mando, je crois. Mando ou Ahsoka? Plus sûr. Peu importe. Ça peut prendre en même temps. Bref. Oui, c'est ça. C'est après la chute de l'Empire. Et puis, on nous explique justement qu'il y a des pirates. Puis là, justement, c'est un vaisseau qui se fait aborder par des pirates, mais à grands coups de tuyaux qui vont percer la coque. Là, comme des tentacules. Oui, c'est ça, là, vraiment, là, pour passer à l'abordage. Puis les pirates débarquent, puis let's go, c'est la tuerie totale sur le vaisseau. Là. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis les pirates se font tirer dessus. Il y en a un qui se fait tirer un œil. C'est dans les détails, là, comme tu dis. On voit, pour la première fois depuis A New Hope, la race, l'espèce de Wolfman, là, le loup-garou. Ouais. Et le chiffre, je vais essayer de le prononcer comme il faut. Le nom de la race. Attends, je l'ai décrit à quelque part. Si je peux le trouver. Shivan. Voyons. Je pensais que j'avais une photo de lui. Non? Du moins, on le voit dans l'épisode 1 et on le voit dans l'épisode 2. Donc, dans les deux cas. Anyway, c'est un personnage alien secondaire qui a des lignes de texte, donc très intéressant, déjà partant. Et on nous introduit un capitaine masqué. Right? Ouais. Pas besoin de réfléchir bien loin, vous allez le deviner à l'épisode rapidement. 2. Très rapidement, qui est ce pirate, ce capitaine pirate. Je n'ai pas trouvé la race encore dans ma liste, dans mes notes. Ça n'a pas de bon sens. Voici notre loup. Mais vous allez voir aussi mieux dans l'épisode 1. Et voyons. Pourquoi je ne l'ai pas? J'étais sûr que je l'avais. J'ai dû l'effacer. Shistavanen. Un Shistavanen. Un Shistavanen. Shistavanien en français. Ouais. Voilà. D'accord. Tous des petits clins d'œil que j'ai vus, le pilote d'autobus, le chauffeur d'autobus,
C'est un peu le même c'est le même type de robot que Star Tours. Ouais. Star Tours, exactement. Il y a DJ Rex au gars Cantina. Ouais. Quand il est à l'école, puis il se fait approcher par la Undersecretary, donc la secrétaire générale du gouvernement, ou je sais pas, la mère de Fern, il est en train de dessiner un Jedi avec un enfant qui est comme un Etch-a-Sketch, ceux qui sont assez vieux, tu sais, avec 2 roulettes. Tu vois, il est en train de dessiner un Jedi sur sa table avant d'effacer quand elle passe. J'ai trouvé ça, wow, quel clin d'œil. Dans la cour d'école, vous voyez des jeunes en train de jouer avec une espèce de hacky-sack qui vole, puis il se donne des coups de tête, puis il fait comme rester dans les airs. Un hacky-sack, ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est des espèces de sacs qui avaient des bines dedans, des graines. Des petites baies, ouais. Puis il fallait juste avec nos pieds, puis nos genoux, nos coudes, il fallait les garder dans les airs. Fait qu'il y a un peu ça, une espèce de boule qui flotte dans les airs, puis qui donne des coups de tête un peu sans y toucher. Je trouvais ça intéressant. Il y a plein de choses comme ça. Un autre lien, justement, avec la Terre, là, que j'ai envie de dire, là, c'est l'école à laquelle ils vont, c'est ce qu'ils appellent en anglais le middle school. Fait que c'est vraiment écrit là, sur l'école en Orébèche. En Orébèche? Atin Middle School. OK. D'accord. Vraiment. Une chose qu'on apprend un peu, justement, il y a une espèce elle, la Farah, qu'elle s'appelle? Farah, qui est la mère de Fern, qui est la représentante du gouvernement, ou je ne sais pas trop, ou de la ville. Elle arrive, puis elle vient. Demain, vous allez passer un test, comme un test de pas de capacité, mais un test de connaissance pour essayer de juger, pour savoir quel métier vous allez faire. Puis c'est tous des métiers un petit peu ennuyants. Ouais, c'est ça. Analyste, puis tout ça. Et ça a l'air que avec plusieurs commentaires qu'on entend par les enfants, c'est plate, la ville, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que Wim... C'est très prédéterminé, en fait. Il veut partir à l'aventure. Fern, à un moment donné, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? » Tu sais, que juste faire ses courses de speeder bikes. Elle dit, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? C'est boring. Même chose, Neil, à un moment donné, il dit, ça ne te tente pas de faire quelque chose d'autre? Puis là, Neil, il dit, ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Fait que c'est un peu, pour eux, c'est comme s'ils ne s'amusaient pas, ou presque pas. C'est une ville plate qui n'a rien à faire. Donc, ça nous montre un peu l'isolement, le fait que la planète, tu ne peux pas sortir de la planète. Il y a comme une protection qu'on apprend vraiment par rapport à la planète ici. Là. Ouais. Bien sûr, tu as une petite séquence dans Speeder Bike, dans la forêt, très, très Return of the Jedi, très, très Retour du Jedi. Vraiment. Ça me faisait penser aussi à E.T., un peu quand il se sauvait dans la forêt, un peu dans E.T. aussi. Là. Quand il sauvait des policiers un petit peu avant de s'envoler, ça me faisait penser à ça aussi un petit peu. Mais le côté un peu Luke Skywalker aussi de Fern, justement, est bonne en speeder bike. C'est vrai que Fern représente Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa ensemble. Tout ensemble, ouais. Donc, c'est pour ça que j'adore ce personnage-là. Elle a comme toute la vibe des trois ensemble. Puis c'est drôle justement parce que dans le premier épisode, là, comme on le voit là, elle se promène à travers la ville, puis là, elle se fait comme interpeller par un droïde et tout. Puis ils font comme une espèce de saut à travers le trafic. Ça endommage un power converter. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont à l'intérieur du vaisseau? C'est parce qu'ils sont à la recherche de power converter. Oui, les deux filles, oui, c'est ça. Il y a une autre chose, Fern, elle raconte beaucoup d'histoires, hein? Donc, là, je commence à donner plein d'informations sur la ville qui va conclure un peu plus loin dans des théories. Fern, elle parle que, elle fait une blague, mais elle dit, ceux qui ont été en retenue pour l'école ont été envoyés dans des mines et ne sont jamais revenus. Oh, oui. Indice, s'ils n'ont jamais sorti de la planète, puis ils savent c'est quoi des mines, c'est qu'il y a vraiment des mines sur la planète.
Ouais, Donc, ben justement, ce qu'on comprend, c'est que Atatine est vraiment un. Comment une. c'est une place qui a des ressources. Ouais, ben c'est ça, c'est self-reliant, là, donc ils sont capables de Mhm. subvenir à leurs besoins de leur propre manière. Là. Mhm. Et vous allez entendre aussi l'expression The Great Work. The Mhm. Great Work. C'est quoi la grande. The Great Work. La grande. La Comment on grande. pourrait dire ça? La grande idée, le grand travail, non, c'est. Ouais, c'est ça. C'est comme le but principal. but. C'est quoi le grand but? Ouais. C'est comme. N'est-ce pas? Fait qu'il y a quelque chose. C'est comme. Ils ont mis plein de des petites pépites ici et là pour essayer de nous donner un peu des miettes de pain à suivre. Là. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. C'est totalement wizard, right? Totally wizard. C'est ça. Fait que l'expression d'Anakin Skywalker qui revient. Donc, au lieu de dire super, c'est super ou c'est cool, c'est wizard. Tu sais, il garde cette expression-là. Mm. Pour moi, un moment, what the fuck? Excusez. Quand les deux petits frères jumeaux de Neil sont en train d'écouter une émission pour enfants. Je sais pas si c'est quoi un hologramme, là. Ah! Mais c'est comme un cirque weird. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Pour vrai, t'as pas catché tout de suite c'était quoi la référence? Ben, Là, ça doit être Holiday Special, là, c'est ça? Exactement. Oh c'est God. dans le Star Wars Holiday Special de 1977. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de weird parce que ça avait la même vibe weird. Ouais, c'est exactement le même type de cirque là, holographique qu'on voit dans le Holiday Special. Ben, on le voit à ce moment-là aussi. Là. OK, wow. C'est merveilleux. Là. Fait que vous voyez, même pour nous, les plus vieux, il y a plein de nostalgie qui nous revient là, consciemment ou subconsciemment, vraiment. Mm-hmm. Bon, ils passent la barrière. Clairement, ils n'ont jamais été dans l'espace parce que la première chose qu'ils mentionnent, ils disent, je ne pensais pas qu'il y avait autant de planètes. Mais c'est des étoiles qu'ils voient. Fait qu'il y a quelqu'un qui reprend. Non, c'est pas des planètes, c'est des étoiles. Fait que, donc, c'est la première fois, clairement, qu'ils sortent parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Mm-hmm. Et puis là, boum, partent en hyperespace préprogrammé. Et l'épisode arrête. Right? On part dans un nuage de poussière parce que le vaisseau était plein de terre dessus. Et le premier épisode finit. Donc, le premier épisode, c'est vraiment ça, là, dans le fond. Là, on découvre les 4 personnages principaux, j'ai envie de dire. Puis c'est de là qu'on part. Immédiatement, là, on voit leur personnalité. Premier épisode, exactement. On sait c'est quoi leur personnalité. Après, on n'a plus besoin d'y retourner. On le sait. Puis dans les autres épisodes, c'est juste une répétition de ça. Exactement. Puis ça termine justement avec le départ de Atin vers l'aventure. Mm-hmm. Mais comme on ne sait pas du tout vers quoi on s'en va, puis on s'en va en hyperespace justement. Donc ça, c'est non seulement c'est extrêmement dangereux, mais c'est aussi très, très drôle. Danny, juste pour revenir là, rapidement là-dessus, le fameux cirque du... ben là, je vois exactement les mêmes personnages. Oh my God, avec la queue et tout. Là. C'est un retour direct vers ça. Ben, c'est la même danse. Donc, c'est la même danse. C'est le fils aussi. C'est quoi le nom? Ouais. C'est Louis? Non, c'est pas Louis. C'est quoi le nom du petit? Là? Oh my God, c'est pareil. Les mêmes moves. Oh my God. Comment sérieux, là. Ah, moi, mon cerveau vient d'exploser. C'est comme, oh my God. Ouais. OK. Wow. OK. Intéressant. OK. Mais je vous rassure tout de suite, là, ils ne vous font pas souffrir longtemps. Non. Autant de ce cirque-là. Ça dure quoi? Même pas 30 secondes. Là. Non, c'est comme même pas... c'est 15 secondes à peu près. Ouais, c'est ça. Là. Donc, on est parti en hyperespace. Et bien sûr, réactiver le vaisseau a réactivé SM-33. Et puis, bien sûr, il se demande qu'est-ce qui se passe. Fern, dans toute sa répartie, a réussi à lui faire croire qu'elle a tué le capitaine. Et elle est devenue le capitaine du vaisseau.
Et puis, finalement, le droïde essaye de... C'est la première fois qu'on apprend que Atin est dans aucune base de données. Le SM-33 n'est pas capable de la trouver. Puis, fait que les enfants veulent juste retourner. Ils commencent aussi à accuser Wim. Là, il dit « Pourquoi tu as fait ça? Tweet. » Comme... Ouais. Puis, mais petit moment comique, qui est, ben pas comique, mais le fun, dans les planètes que SM-33 va nommer en alternative de Atin, en fait, il y a la planète de Endor. Ah oui, pas Albania, mais voyons. Je ne sais pas par cœur. Tu noté? Non, Aldani. C'est ça. C'est ça, Aldani. Voilà. Donc, la seule place que le SM-33 connaît où est-ce qu'il pourrait avoir de l'information, ça s'appelle Port Borgo. Les enfants ne le savent pas, mais c'est une base de pirates. C'est comme un outpost, comme une base secrète probablement, ou connue juste du... Et voilà l'alien que je disais qui était dans Mando, le Mandalorian, qui était dans son propre chasseur. Je pense que c'était dans le même groupe que le groupe avec celui que je disais qui a une pizza de hot. Là. Ouais. Tu sais, comme le pirate en algues. Là. Il faisait partie de cette bande-là, je pense. Ouais. En fait. Une chose qu'on avait vue dans l'épisode 1, bon, en fait, ils sont là, ils essaient de trouver de l'information. Donc, la base, c'est vraiment un endroit très dangereux. C'est un mélange de cantine, une place de danseuse, une place de... C'est l'équivalent de Tortuga. Cantine. Ouais, c'est ça. Essentiellement, là, c'est l'île de pirates. C'est une île de pirates, là. C'est exactement ça. C'est un bazar avec plein de bestioles probablement exotiques que tu ne peux pas acheter ailleurs. Dans l'univers de Marvel, c'est Nowhere. C'est l'équivalent de Nowhere, là où les Guardians of the Galaxy s'installent. Exact. Exactement. Donc, les enfants commencent à se faufiler là. Et puis, une des danseuses qui était à la porte récupère les enfants. Et c'est là que pour la première fois, on entend que Atin, oublie ça, c'est une histoire, ça n'existe pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est d'où est-ce que vous venez? On vient de Atin. OK, non, mais sérieusement, là, vous venez d'où? De Atin. Le monde légendaire avec un trésor incroyable et tout. Non, c'est ça. Et puis, on découvre aussi que la poignée de change, la poignée de monnaie que son père, le père à Wim, lui a donné, c'est des crédits ultra rares et mint condition. C'est des Dactari. Donc, des crédits de l'ancienne République. Et justement, quand ils arrivent à Port Borgo, ils se font... oui, ils se transportent. Tu n'accostes pas sur un quai. Tu te fais transporter, là, dans le fond, là, jusque... Petite navette, là. Juste ça, par la petite navette. Et la petite navette, elle est pilotée par quel type de créature, Danny? Ben, je me souviens pas du nom, mais je sais qu'il est dans Ewok Adventure, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est l'espèce de petite bébite qui court super vite là, sur Endor. Là. Donc, c'est... Donc, référence à Ewok Adventure. Référence à Ewok Adventure, direct là. J'ai fait comme « Ah, mais non! Non! » C'est là que la première fois, on voit que les crédits sont très, très, très... ont une grande valeur parce qu'il fait juste en donner un. Puis lui, cette petite bestiole-là, il commence à capoter. Capote bien raide, là. Vraiment, il explose de joie puis il part à courir. Ouais. Fait que là, lui, Wim, il dit OK. Fait que là, Wim, il cache de la monnaie, là. Il cache ses autres crédits dans ses bas parce qu'il veut pas se faire avoir. Là. Exactement. Et t'as-tu remarqué quand on rentre, la première fois qu'on sort de cette petite navette-là, puis qu'on rentre dans le port ou dans le bazar, tu vois des pieds suspendus, c'est du monde pendu. Non, j'avais pas vu que c'était du monde pendu. On voit jamais le monde pendu, mais t'as des pieds qui pointent vers le bas avec les pieds. OK. C'est pas du monde assis sur une poutre, là. Non, c'est ça. Tu regarderas comme il faut. Ben, c'est mon point de vue. Puis ça fit très bien avec l'ambiance de là. Et tu vois des gens se faire voler ses bottes, un gossou qui se fait prendre ses bottes. Tu sais, un pirate qui vomit. Tu sais, les enfants sont comme « Oh boy, où est-ce qu'on est? » Ils viennent de réaliser qu'ils sont dans une place de pirates. Là. Oh, ouais, c'est ça. Là. Puis une place hardcore là, de pirates. Exactement. Fait que c'est ça, tu le dis,
Atin, il apprend que c'est la planète perdue du trésor éternel. Du trésor, OK, trésor éternel. Là, on le sait qu'il y a quelque chose par rapport à Atin. Là. On le sait qu'il y a quelque chose de... la planète est cachée. Clairement, il bloque la planète avec une barrière pour pas que personne rentre et sorte. Il n'y a probablement même pas de communication qui sort de là. Tu as de l'argent de la vieille République. Attends, ça fait longtemps, là. La vieille République, on recule combien d'années? Combien de temps, là? En arrière? Ben là, tu parles de comme à peu près 70 ans, là. Peut-être plus. Parce que c'est avant la montée de l'Empire. Puis ils connaissent déjà Coruscant et Alderaan comme étant des points forts de la République à ce moment-là. Alderaan est mentionné dans l'épisode 3, là, j'en dirai pas plus par rapport à ça. Surtout à cause de la blague. Oui, ben en fait, c'est ça. Les enfants n'ont aucune idée qu'est-ce qui s'est passé en dehors de la planète. Là. C'est ça. Puis ce qu'on apprend même dans l'épisode 2, justement, c'est qu'il n'y a pas de communication entre la République et Atin. Que quand les gens sortent de la barrière, that's it, vous êtes laissés à vous-même, là, vous ne faites plus partie de notre civilisation. C'est un peu bizarre, drastique. En fait, là, l'impression que moi, ça me donne, Danny, c'est un peu comme les gens là, qui voulaient aller dans des abris souterrains antinucléaires pendant la guerre froide. Là, comme ils sont enfermés là-dedans. Ils sont isolés là-dedans, puis là, ils sont ressortis juste comme 40 ans plus tard. Il n'y a personne qui leur a dit. C'est ça, non, il n'y a pas eu de guerre ou bien la guerre est finie. Là. Fait que c'est un peu ça que ça me donne comme impression, là, mais comme à une échelle planétaire, justement. Ouais. Donc, évidemment, bon, les enfants se rendent compte de ça, puis ils essaient de retourner au vaisseau, bien sûr. De toute façon. Et puis, c'est là que SM-33 revient, et là, le combat commence. Il se fait neutraliser, justement, par le capitaine Brutus, qui est justement celui qu'on voit à l'écran, et on reconnaît l'équipage de l'épisode 1. Toutes les mêmes personnes qui sont là, même celui qui s'est fait brûler un œil, on le voit aussi dans une autre scène qui est dans le premier épisode. Et là aussi, donc, on voit que c'est lui qui est devenu le capitaine du groupe après que l'autre capitaine se soit fait mutinerie, en fait. Oui, qu'il y a eu une mutinerie contre lui. Puis une mutinerie à la Jack Sparrow, là. Très, très Jack Sparrow là, comme mutinerie. Là. Exact. Et bien sûr, les enfants se font capturer, se font mettre en prison. Et puis là, en discutant, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans la cellule, bien sûr. Et là, c'est là la première apparition de Jude Law, qui est nommé Jonah Wood. Judd Nanawood. Judd Nanawood. Un de ses plusieurs noms, vous allez voir. Et puis, il fait une belle démonstration de la force. Donc, on finit avec un cliffhanger. C'est un Jedi. Ah! Est-ce vraiment un Jedi? Oh, vous allez le découvrir dans l'épisode 3. Il est probablement force sensitive. Est-ce qu'il est Jedi? On sait, ce qu'il nous a dit, c'est qu'à travers la série, on va en apprendre plus sur son passé puis pourquoi il a probablement des pouvoirs de la force. Mais tant qu'à savoir, au niveau de ce qui est d'être un Jedi, je pense que ça, c'est une autre histoire. OK. Mais ouais, c'est effectivement un personnage très intéressant. Puis, c'est l'épisode 2, dans le fond, c'est l'introduction de cet autre personnage-là qui est important pour la série. Et puis, qui devient comme le guide un peu. Ouais, disons, il connaît un peu le monde. Le guide. Ouais, le guide, c'est une bonne façon de le dire. Sans dire trop. Ouais, c'est ça. Vous allez le voir rapidement en quoi c'est quoi son objectif. Ouais, son rôle, exactement. Comment qu'on pourrait entamer les théories ou quoi que ce soit? Ah, ben, gars, je veux juste faire un parallèle. Un navire qui est enterré, où est-ce qu'il y aurait possiblement une cache de trésor? Ça te fait penser à quoi? Ben, Goonies, là, tout de suite. Ouais.
mais quelque chose que. Une de tes émissions préférées. Oak Island. Et voilà, The Curse of Oak Island. Ceux qui n'écoutent pas, c'est une île en Nouvelle-Écosse, que ça fait je ne sais pas combien de saisons. 200 au-dessus de 250 Exactement. ans. Puis ils découvrent des choses, pour vrai, ils découvrent des choses sur Mhm. l'île. Et puis il y a une théorie, puis ils ont fait des scans, puis il y a possiblement un ancien bateau qui a été enfoui dans un marécage artificiel. Et puis il y aurait une place qui aurait une cache à quelque part sur l'île. C'est ça la prémisse, en fait. Et puis, ça me faisait penser, quand j'ai vu le vaisseau enterré, potentiellement où est-ce qu'il y a un trésor, j'ai pensé à ça tout de suite. Je savais que tu aimais cette émission-là, donc je suis fan aussi. Donc, j'avoue que c'est une des rares émissions pour laquelle j'écoute encore la télévision. Donc, on vous a pas mal expliqué les épisodes, certaines théories. Là, on va aller dans la fiction. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver? Puis je vais vous montrer quelques images. Je parlais de la ville un petit peu plus tôt. Là. Oui. Je voulais qu'on y revienne justement vite. Tu me demandais un peu à quoi ça fait penser. Moi, sincèrement, Epcot. Mais l'idée originale de Walt Disney, de Epcot, d'avoir une communauté de scientifiques qui est là pour développer justement la science, puis faire avancer là, la science, puis ces choses-là. C'est un peu ça que tu as comme l'impression d'être là avec les analystes, puis avec les gens qui font le travail pour le grand travail. La cause. La cause. The Great Works, la grande cause. C'est ça, pour la grande cause. Ben, tu sais, c'est quasiment ça l'impression que j'ai, moi, là, avec Epcot. Mais oui, effectivement, c'est concentrique avec la tour au milieu, parce que c'est probablement de la tour que c'est... le bouclier ou le... Ouais, c'est ça qu'émane la grande barrière. Peux-tu me remettre une image de la ville? Qu'on voit un peu que c'est circulaire, puis on voit... pas légalement, non. OK. Je vais juste voir... en fait, je vais vous faire observer quelque chose en particulier, d'abord. Un peu... je suis certain qu'il y en a une qu'on voit à quelque part. Je sais que tu es en train de... C'est plus un plan lointain que je cherchais. Peut-être que j'ai juste cherché rapidement sur mes fichiers, si j'en aurais un. Je ne crois pas parce que j'ai juste Attends, pendant que tu parles, je vais regarder dans l'autre. OK. En fait, je commence à théoriser. Regardez attentivement dans les rues. OK? Ouais. Les véhicules, à part les petits speeders, là, les véhicules suivent absolument une piste électrique ou une piste quelconque au sol. Vous le voyez plus particulièrement dans l'épisode 1, quand le père de Wim revient chez lui, et vous voyez son vaisseau qui, oui, il flotte au-dessus du sol, mais il y a une petite barre de métal qui traîne sur la piste de métal, comme un train électrique, qui lui, il prend ça par en haut, un métro. Et puis quand il embarque dans la cour, dans sa cour, son entrée de cour, tu vois la petite flamèche du petit morceau de métal qui flotte. Donc, c'est pas si de la récente technologie pour moi. Ça date de très, très longtemps, cet endroit-là. C'est pas si... Pour moi, c'est pas 70 ans. Pour moi, c'est possiblement des milliers d'années que la planète existe. Et puis, potentiellement... ça explique un peu l'isolement, le trésor, que c'est un mythe. Vous voyez ici, on voit même ici, c'est parce qu'elle est en deux autobus ou deux camions. Ouais. Mais vous voyez, les autos, ils suivent exactement les tracks. Donc oui, ils flottent. Mais ils sont quand même, ils flottent quand même. Là. Ça, oui, ils flottent. Mais ils reçoivent leur énergie par le sol. En fait. Donc, c'est pour ça. Puis les bâtiments de ce style-là, ça peut dater de très. C'est un vieux style. Si on compare avec le Star Wars moderne, que ce soit Alderaan, OK, Coruscant, c'est une autre chose. Mais ça reste relativement de base. Ouais. Donc, ça date de combien de temps? Pourquoi je pense
il y a des contradictions parce qu'il y a des crédits qu'on dirait qu'il y a le petit signe de l'Empire dessus. C'est peut-être pas exactement le signe de l'Empire, mais on dirait que c'est le signe de l'Empire sur certains crédits. Mais mettons ça à part. Je crois que ça fait un bon bout de temps. Et c'est quoi la grande cause de Great Ça peut être le logo de la République, hein? Du temps de Anakin Skywalker. Ça peut être ça. Ou avant, même. Moi, je pense que c'est vieille République, selon moi. L'ancienne République. Et je vais continuer dans mes théories, parce que là, je vais vous montrer une image. Attends, je vais partager. On va aller dans les images qui étaient dans la bande-annonce. Donc, on dérive l'épisode 2 et on va théoriser un petit peu. Je te montre les crédits vite. Là. OK. C'est pas clair. Non, c'est ça. On dirait que c'est le logo de l'Empire ici. C'est le plus à gauche, mais c'est pas clair. Mais même quand il bouge, non, ça a l'air d'être plus une dénomination de, tu sais, comme ça vaut 10 crédits. OK. Donc, je vais vous montrer plusieurs scènes qu'on ne voit pas dans l'épisode 1-2. Donc, ici, qui va avec ceci, on voit le vaisseau qui fonce dans quelque chose ou qui se fait agripper par quelque chose. Donc, ils vont peut-être perdre le vaisseau. Non. À quelque part. On le voit ici qui est détaché et au sol. Et quelle est cette planète de glace? La planète de glace, il y a beaucoup de neige. Et puis, on la voit, d'après moi, c'est celle-là ici. Parce qu'on voit beaucoup de neige au sommet des montagnes. Et quel est cet endroit très, très luxueux? Qui nous rappelle Canto Bight un peu. Là. Un peu, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est un des endroits certainement qu'ils vont aller. Je ne crois pas que c'est sur Athènes, cet endroit. Je pense que c'est ailleurs. Parce que, d'après moi, il retourne. Il retourne à Athènes. Oui. On sait qu'il retourne à Athènes parce qu'on voit... Cette scène-ci. Il y a ça, puis il y a aussi le père de Wim. Puis tu as Wim, Nell, son père, qui sont en speederbike. Là. Et celle-ci, clairement, le personnage de Jude là, il est chez Wim. On reconnaît le décor de la maison. Donc, il est dans la bande-annonce, il dit il y a une gang de pirates qui s'en vient. Donc, ils savent qu'ils se font suivre. Ouais. Et on voit dans la scène ici, la caméra tourne autour des sujets, c'est les pirates qu'on connaît. Ouais. C'est le groupe de pirates de l'épisode 1, etc. Donc, on le sait qu'ils se font poursuivre. Par ce pirate-là en particulier là, qui s'est fait donner la mission par le capitaine Brutus de ramener justement là, cet équipage-là. Ici, j'ai aucune idée où est-ce qu'ils sont. Ils sont déguisés. Bon, ils prennent armes. Oui, ils prennent les armes, mais où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est une bonne question. Exactement. Ça doit être l'arrivée. D'après moi, c'est l'arrivée peut-être sur la planète au sommet des montagnes. On voit un petit peu de montagne en arrière. Il y a des monstres. OK, il y a des monstres. Petite créature ici qu'on voit aussi sur la bande-annonce. Une espèce de hibou-chat. Je ne sais pas comment le dire. Ouais. Un hibou qui a des moustaches de chat. C'est un personnage très intéressant, vous allez voir. On peut vous dire qu'on l'a vu. C'est tout. Je ne dirais rien de plus. C'est ça. On ne peut pas en dire plus. C'est vraiment tout ce qu'on peut dire. Et voilà. OK. J'ai une image de la planète de glace. Ici, on voit qu'il y a des booby traps. Donc, on imagine qu'ils sont proches du trésor. Et je veux focusser ici sur l'image qui est gravée dans la pierre. Et on voit aussi la planète de glace, il monte une tour ici. Ouais. Et je vais terminer... avec la créature? Non, pas la créature, ça. OK. C'est un peu la base de ma grosse théorie. Le crâne, ce crâne-là, et je vais vous montrer. Allez, fais juste me mettre ma caméra, Seb. Ta caméra? Hein? Juste moi en focus. Voilà. Je vais vous montrer ça. OK? Ouh! Un vieux roman, 1980. C'est The Han Solo Adventure, The Lost Legacy, où est-ce qu'Han Solo allait chercher le trésor de Xim le Despote. Donc, un trésor caché. Dans Légende, Han Solo le trouve. Maintenant, on reboot.
je retourne à mon image. Oups. Du crâne. D'accord? Vous l'avez déjà vu aussi, l'espèce de crâne. Je vais essayer de vous le trouver. En fait, je vais commencer par vous montrer le logo ou le symbole de Xim le Despote. Je vais changer mon partage et je reviens avec une autre page. D'accord. Ici, je suis sur ces légendes, mais qui est Xim le Despote? Et quel est son symbole? OK? Ouais. Donc, je soupçonne que c'est une réécriture un peu de cette légende-là. De cette histoire-là. Il y a eu beaucoup de choses sur Xim le Despote, même sur StarWars.com. On parle dans le Essential Atlas, toute la conquête qu'il y a eu, etc. J'ai même cherché les noms de planètes, voir s'il n'y avait pas un Athènes ou quelque chose qui ressemblait. Il y a des cartes, etc. En fait, le Xim Empire, etc. Peu importe, pour dire, mais ça date moins 25 000 ans. OK? Je pense pas qu'ils vont reculer jusque-là. Ça pourrait expliquer la différence de technologie. Tu sais, qu'ils ont une technologie pratiquement terrienne jusqu'à un certain point. Tu sais, mettons que Boston Dynamics fait des androïdes qui sont quand même pas pires avec l'intelligence artificielle. Puis là, on réussit à trouver une façon d'avoir des véhicules qui flottent avec une connexion électrique au sol. On est sur la Terre. Oui, parce que l'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Athènes, tous les professeurs, c'est des robots. Tous les policiers, c'est des robots. Toute la sécurité, dans le fond, là, c'est fait par des robots. Puis je vais juste partager une autre image encore. J'aurais dû plus présenter, partager l'écran. Window. OK. Vous voyez, ça, c'est les cartes. Là. Vous voyez, moins 25 000 before whatever. Battle of Yavin. Je pense pas que ça va aller là. C'est ça que je disais, toutes les cartes. Là. Je cherchais Al-Atin dans toutes ces choses-là. C'est un article sur StarWars.com. Là. Tu as de la carte, là, je cherchais tout. Là. Le Titan Cluster, peu importe. Ça ne sera pas ça. Ils vont réécrire des choses. Mais je trouvais ça intéressant de chercher. Xim le Despote, il montre ce livre-là aussi. Ouais. Donc, ma théorie, et vous l'avez vu aussi, je vais essayer de trouver l'image, dans le film Solo, le crâne de la collection de Dryden Voss, il y a le crâne de Xim le Despote. Donc, ils ont ramené Xim le Despote dans le canon, dans le film Solo. Beaucoup de monde pensait que c'est le crâne de cristal du film d'Indiana Jones, là. Mais c'est pas ça. C'est le crâne de Xim le Despote qu'il y a sur la couverture du livre là, que je vous ai montré tout à l'heure. Puis, un autre lien avec Han Solo aussi. J'en parle, même si c'est dans l'épisode 3, là, parce que c'est juste une question de nom. Là. C'est voyons. John Narnawood est interpellé par quelqu'un comme étant Crimson Jack. Jacques l'Écarlate. Puis, il y a différents noms. Ouais. Hey, j'ai hâte de voir comment ils vont traduire ça en français. Jean l'Écarlate. Parce qu'il se fait c'est un pirate, en fait, des légendes dans les comics. Et il se fait appeler Barberousse par Han Solo. OK. Bon. Donc, ça vient pas de nulle part, tu sais, fait qu'il y a peut-être un lien là aussi. Donc, c'est ma théorie. Ils réécrivent un peu cette histoire-là. Écoute, juste l'image du... je vais remontrer la salle au trésor. D'après moi, c'est le trésor de la fin. Ou du moins une première version du trésor. Donnez-moi 2 secondes. Parce que c'est pas très rempli de trésors. C'est peut-être une première cache, peu importe. Mais le crâne en dit beaucoup, selon moi. Un casque géant, etc. C'est un symbole ici. Là.
Donc, d'après moi, ça pointe vers ça. Avec les fortement. cartes aussi, là, comme sur les murs. Là. Exact, fortement. Et puis, on voit même le vaisseau, le Cyber Onyx, c'est quoi le nom du vaisseau? Le Onyx Cinder. Onyx Cinder. Écoute, ils vont dans la chambre du capitaine. As-tu vu les vieux vêtements, les vieux chapeaux? C'est extrêmement vieux, c'est quasiment en cuir encore. Écoute, il y a des squelettes. Il n'y a absolument aucune trace de peau là-dessus, même si c'était scellé, cette affaire-là. Et puis, qu'est-ce qu'il tient au mur? Pas une arme laser, pas un pistolet, c'est un couteau en métal. Ouais. C'est pas une arme moderne, là. Non, c'est ça. Donc ma théorie, c'est qu'on recule plus loin dans le temps qu'on pense. Tu sais, c'est mythique. C'est mythique, ces crédits-là, clairement. Quand quelque chose est rendu une légende ou un conte pour enfants, c'est pas récent. Ouais, non, c'est ça. Je pense que le trésor et tout le kit, ça peut être... Ça peut dater. Vraiment, là, tu sais, de très, 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 très longtemps. Mm-hmm. Mais, tiens, excuse. Mais il reste à savoir, est-ce que la grande cause ou The Great Work, est-ce que c'est protéger le trésor? Est-ce que le trésor, une fois découvert par des bonnes ou mauvaises personnes, va servir à refinancer le premier ordre, peut-être? Ouais. On la voit, l'image que je voulais vous montrer. Regardez les autos, puis regardez les entrées de cours. Je ne sais pas si tu peux zoomer. Avec les... Là, ouais, non, je peux. Les courbes pour rentrer d'un sens ou de l'autre dans ta cour. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose, là, c'est comme des slot cars. Pour les gens qui nous suivent sur YouTube, là, vous voyez, là, c'est le... Ceux qui ne nous entendaient pas en podcast, qui ne vous voyez pas, allez voir la version YouTube. Il y a des pistes, comme des slot cars, tu sais, les jeux quand on était jeune, on mettait des véhicules dans des tracks, puis on coursait. C'est un peu ça. Fait que dans le fond, quand il y a le changement de rail, c'est ça que tu dis, là, c'est là que tu vois les étincelles qui se font, là, un peu comme quand... C'est ça, quand il change de rail, ça fait une flamèche en dessous. Ouais, c'est ça. On le voit dans la distance, justement, les cercles concentriques d'Atlantis. Atlantis, c'est voilà, Atlantis. C'est ma théorie avec tous les indices qu'on a ramassés. J'ai l'impression qu'on recule plus loin dans le temps. Et le trésor, qu'est-ce que j'espère qu'il va avoir comme influence? C'est que le trésor va être... c'est peut-être des gens de mauvaise foi qui dirigent ça. Ça peut être une intelligence artificielle qui dirige ça. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que le trésor qui est là va servir à refinancer le premier ordre éventuellement. Pour rebâtir. Il faut qu'il y ait de l'argent quelque part. Là. C'est pas juste parti dans les zones inconnues, là, le unknown region, dans les régions inconnues, c'est pas juste ça. Là. Il y a de l'argent qui va peut-être revenir d'ailleurs. Bon, c'est une théorie, mais ça date. Ça date de loin. Il y a très longtemps. C'est ça. Puis à la base, ben, c'est un Goonies. Là. C'est Goonies, à la base. Pareil comme dans Goonies, tu as des jeunes, ils rencontrent des gens un petit peu plus vieux. Ils ne sont pas nécessairement mal intentionnés, mais oui, tu as des gens mal intentionnés qui les suivent puis qui font à croire qu'ils les aident. Ouais. Un groupe de voleurs qui les suivent. Puis c'est un peu ça. Les pirates suivent notre groupe de Skeleton Crew. Puis ils vont éventuellement être les deux groupes à la même place au trésor. Ils vont se battre pour le trésor. Il va arriver quelque chose. Puis, tu sais, comme on parle des références à la pop culture, Emblem, Steven Spielberg, etc. Ce petit moment-là dans la bande-annonce où on voit des lasers qui coupent juste au-dessus de la tête des enfants. C'est un booby trap. C'est probablement... Au lieu d'une lame, c'est un laser. Au lieu d'une lame dans le troisième Indiana Jones, ben là, c'est un laser. Puis c'est fait pour les adultes. Fait que les enfants, ça leur passe au-dessus de la tête. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est les théories folles de Denis et Sébastien. On verra. Je sentais qu'il y a des choses qui sont bien théorisées, des choses qui sont complètement dans le champ. Je pense pas que ça fait 25 000 ans. Mais la différence de technologie, je crois que le look de la ville est volontaire. Je ne crois pas que si on faisait quelque chose de Star Wars, qu'on irait facilement dans une banlieue nord-américaine, comme look. Ouais. Pourquoi? Quand il n'y a rien dans Star Wars comme ça. Oui, certaines planètes, ça peut être comme ça. Mais si tu regardes même dans Rebels, la ville... dans Rebels... Sur l'Otal, tu veux dire? L'Otal, c'est plus moderne quand même.
Ouais. À part si tu es vraiment dans les régions éloignées comme Mos Espa, Tatooine, que là, c'est vraiment vieux puis pas développé. Mais clairement, c'est une ville qui moderne, mais ancienne, dans son style. Si c'est juste un choix artistique, est-ce que c'est un bon choix? Non. Pour moi, non. C'est pas assez Star Wars. On voulait démontrer un manque d'évolution. Oui, selon moi, c'est ça. Les bâtiments ont l'air d'être en béton. Tu vois même, quand tu zoomes sur l'école, tu vois quasiment les coulées d'humidité dessus. C'est une vieille technologie. Le béton, c'est pas en Durasteel, c'est en béton. Ouais. Donc, d'après moi, il y a un âge voulu montré dans la ville. Est-ce que j'ai raison ou pas? On verra. Mais ça m'intrigue, cette série-là. Juste pour ça. Juste ce mystère derrière toute l'histoire de la planète, pourquoi qu'elle est cachée. Il y a quelque chose de gros. Là. Puis j'espère qu'ils vont se servir de ça. Quand tu disais que John et Christopher, ils ont laissé des portes ouvertes là, à développer l'histoire, soit avec Skeleton Crew, une saison 2, ou autrement. Je disais dans ma tête, est-ce que ça recule assez loin pour aller lier le film Dawn of the Jedi? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Dans le sens de recul, prends Coruscant, recul de 25 ans, est-ce que ça fait Atin en look? Ben c'est ça. Ben, c'est pas impossible, puis je veux le dire justement, je me tapais un peu sur la tête parce que quand j'ai interviewé John Watts puis Christopher Ford, ils m'ont tellement comme débalancé en disant « Hey, il y a le Lego! » que j'ai été comme complètement envoûté par ces deux gars-là avant même de pouvoir commencer mon entrevue. Donc ça, c'était magique. Qu'est-ce qui me dirait que ça ne serait pas Dawn of the Jedi? C'est que les Jedi sont établis, ils existent, parce que Wim, il aime beaucoup les Jedi, puis il y a des histoires. Il sait que ça existe. C'est ça, il y a des e-books. Il y a des e-books de Jedi, donc ça existe. Ouais. C'est peut-être un peu dans la même période. Ben écoute, sans que ce soit les premiers, mais j'imagine que les Jedi... Je ne veux pas le dire, puis je vais laisser aux gens le soin de le découvrir dans l'épisode 3, puis à l'équipe française de le discuter un petit peu plus en détail. Mais oui, je pense que tu as peut-être quelque chose dû à quelque chose qu'on va découvrir dans la série. Puis moi, quand j'ai vu ce point-là, justement, je me suis posé la question, attends un peu. Cette chose-là, ce point tournant de l'histoire-là qu'on vient d'apprendre là, est-ce que ça fait partie d'une plus grosse histoire de Filoni-verse ou est-ce que c'est juste comme pour la série puis ça a été fait par Christopher Ford puis that's it, that's all. Puis dans une des entrevues qu'ils ont données, justement, ils ont dit à quel point ils travaillaient proche avec Jon Favreau puis Dave Filoni, puis qu'il y a des choses qu'ils voulaient faire, puis Dave Filoni a fait non parce que ça, on garde ça pour autre chose. Donc, ils ont définitivement mis le doigt sur des petites choses comme particulières, puis ils se sont fait donner la permission de pouvoir le faire, mais c'est pas impossible qu'ils se soient fait donner la permission de pouvoir le faire, puis dans l'esprit de Dave Filoni, ça fait « je vais pouvoir faire le lien avec ça, puis ça dans le futur ». Donc, moi, j'ai l'impression là, que c'est un peu ça là, qui se passe. Donc, oui, c'est pas impossible, Danny, que tu aies raison par rapport avec ton Dawn of the Jedi. On pourra en reparler à la fin de quand la série aura été complétée, là, tant qu'à savoir là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vais juste penser sans que ce soit les premiers Jedi, peut-être Dawn of the Jedi, on va voir les premiers Jedi, etc. Mais ça 100 ans plus tard, par exemple. Juste 100 ans plus tard. Ouais. Nous, sur Terre, par exemple, les enfants aiment n'importe qui aime l'espace. Hey, un astronaute! Wow! C'est cool! Et tout, puis ça fait pas si longtemps, là. Ouais. Puis c'est pas nécessairement des mythes, puis c'est pas un mythe, les Jedi, c'est connu. Pour Wim, ça peut peut-être juste faire 100 ans que les Jedi, ça existe, puis c'est très récent dans l'histoire, c'est très moderne. Tous les jeunes trippent parce que, hey, c'est cool, puis, tu sais, mais je pense qu'il y a un plus grand écart, là. Mais bon, ça prend pas énormément de générations pour perdre quelque chose, tu sais, comme
quelque chose d'intéressant pour les enfants. Je pense pas que les enfants trippent sur nécessairement comme des vieilles guerres dans le temps de Napoléon, peu importe, nécessairement, mais ils vont aimer des métiers modernes, des trucs d'aventure qui est relativement récent pour eux autres, surtout les enfants. Et eux, ils n'ont jamais sorti de la planète. Donc, c'est juste des trucs qu'ils ont appris dans des histoires. Ouais. Donc, en tout cas. Puis justement, là, on voit dans des grosses théories folles, là, on voit le e-book, la liseuse électronique de Wim, qui lui montre justement l'histoire d'un Jedi qui se bat contre un gros méchant Rancor, on a l'impression, là, ou une bébite semblable à un Rancor. Mais tu sais, comme moi, je me posais vraiment la question quand j'ai vu ça, c'est est-ce que ça fait référence à une histoire en particulier ou autre chose? En effet. Enfin, je pense qu'on a pas mal tout dit, à moins que tu aies d'autres théories. Moi, je dirais, j'ai été agréablement surpris. Il y a des trucs qui m'intriguent, donc qui gardent mon attention. Je m'attendais à rien de cette série-là, là, absolument rien. Ils ont touché ma corde nostalgique d'enfants qui aimaient E.T., qui aimaient Goonies, qui aimaient Space Camp. C'est ce genre de film-là. Ah, ça, c'est que la scène que tu me dis qu'ils sont de retour sur Atatine. De retour sur Atatine, oui, avec Nell, avec la trompe dans le vent. Donc, oui, ça m'a retouché la corde nostalgique. Donc, ça me garde. Est-ce que l'histoire va déraper ou je vais trouver ça complètement débile? Je ne suis pas ce genre de fan-là. Moi, si ça me divertit, ils m'ont, en partant comme fan. Donc, je ne suis peut-être pas le meilleur critique. Ne jugez pas nécessairement votre évaluation par la mienne. Moi, je suis un fan facile, un fan qui séduit facilement par Star Wars. Mais il y a un côté nostalgique, comme j'ai dit, qui m'attrape. Donc, pour moi, aller écouter cette série, je pense que ça va valoir la peine. C'est très divertissant. Tu n'as pas à te casser la tête. Même si on se casse la tête un petit peu à faire des théories, mais c'est très léger. Il y a de l'humour, il y a un petit peu des situations un petit peu dramatiques, mais c'est fait pour les enfants. Ben, en tout cas, c'est pas fait pour les enfants. Ça va être inspirant pour les enfants. Inspirant pour les enfants, oui. Mais c'est divertissant pour les adultes. Exact. Toutes les personnes qui ont vu les films des années 80, je pense même au film Super 8. Un peu le même genre aussi. Des jeunes qui partent à l'aventure puis qui découvrent des créatures puis des trucs comme ça. Comme... Il y a plein de films de ce genre-là, des films qui ont des enfants, mais c'est pas Stranger Things. Pensez pas voir un Stranger Things. Stranger Things, ça vire sur le horreur un peu. Donc, c'est pas ça du tout. Oubliez ça, il n'y a pas d'horreur là-dedans. Ça reste très, très Star Wars, très, très accessible. 13 ans et moins, facilement, même général. C'est l'île au trésor rencontre Star Wars, selon moi. Exact, ouais. Exactement. Oh, on n'a pas oublié. Je te mentionne StarWars.com. OK. Regardez StarWars.com. Allez sur StarWars.com. Regardez le petit icône en haut à gauche. Ceux qui nous écoutent sur le podcast, quand vous ouvrez une fenêtre, allez sur StarWars.com, vous avez un tab ou une tablette, pas une tablature, mais un onglet. Et regardez l'icône qu'utilise StarWars.com dans son onglet. D'accord? On ne vous dit pas c'est quoi. Ben, en fait, on a une image. On a une image, c'est un peu le logo qui est sur l'école. C'est ça. On le monte à l'écran. Okay? On ne vous en dit pas plus. Vous allez en apprendre un petit peu plus dans l'épisode 3. Mais c'est significatif. Puis StarWars.com vous donne un indice sur l'icône de son site web. Oh mon Dieu. Puis ça, même leur patch dit Atin Middle School. Middle School. En Arabèche. Ouais. Regardez ça. Est-ce qu'on peut déduire autre chose du symbole? On vous en dit pas plus. Mais StarWars.com nous fait un gros clin d'œil avec le petit icône qui représente StarWars.com dans les onglets. Donc, regardez ça particulièrement. Surprenamment,
Ils l'ont mis, on l'a remarqué aujourd'hui. Je l'ai remarqué aujourd'hui. Mais ils nous donnent plein d'indices sans qu'on le sache. Intéressant. Toi, Seb, as-tu une conclusion pour ta part? J'ai vraiment hâte de voir vers où se dirige toute cette histoire. Comment l'histoire va se tenir elle-même dans le plus grand univers de Star Wars. Oui, dans le lore galactique. Exact. Le in-universe, l'histoire. Dans le nouveau canon. Dans le nouveau canon, ouais, l'histoire in-universe, pas l'histoire littéraire ou quoi que ce soit, mais dans le canon cinématographique télévisuel. Exact. Fait que j'ai hâte de voir un peu justement qu'est-ce qui va être de ça. Justement, on parlait des réalisateurs plus tôt dans l'émission. Une lignée incroyable de réalisateurs, donc très hâte de voir vers quoi ça va s'en aller. Encore une fois, déçu que ce soit juste 8 épisodes, mais Christopher Ford, qui a écrit la majeure partie de la série, qui a du moins supervisé l'écriture de la série, expliquait que justement, pour lui, de passer d'un film à une série 8 épisodes, c'était amplement suffisant. Et étant fan de l'écriture de Christopher Ford avec l'excellent film Robot and Frank, que je recommande fortement, là, surtout si vous avez des gens qui font de l'Alzheimer dans votre famille, regardez ce film-là. J'ai vraiment hâte de voir où ils s'en vont, ce que ça va donner au final. Donc, les 3 premiers épisodes sont très intéressants. Ouais. Et si il y a du beau lore à développer. Si le reste est aussi intéressant, j'ai aucun doute qu'il va y avoir une saison 2. S'ils gardent la lancée puis ils gardent l'excitation que moi j'ai présentement pour la série, d'après moi, il va y avoir une deuxième saison. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme deuxième saison? Ils vont peut-être. On dit qu'ils ont conclu l'histoire quand même, en laissant des portes ouvertes. Ouais. Qu'est-ce que ça serait une suite? Ça peut être, je sais pas. Tu sais, c'est voix plus vieux. C'est ça, tu sais, comme une image qui nous a été partagée avec la presse, c'est justement Judd Nanawood qui est devant une espèce de script un peu nabouin, j'ai envie de dire, sur des... Oh non, c'est très comme dans Jedi Survivor, tu sais, la vieille civilisation. Ouais, c'est ça. Qui est très, 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 très ancienne. Okay. Donc, ça rapproche de ma théorie. Là. Encore je ne l'avais pas vu, cette image-là. Ça rapproche encore plus de ma théorie. Donc, tu sais, c'est ça. Est-ce que ça va être développé? Est-ce que ça relie d'autres choses? Est-ce qu'on va voir Calcastis? Tu les Rakatan, c'est ça? Tu les Rakatan, la race? Sincèrement, j'ai pas passé à travers les jeux, donc je ne saurais répondre correctement à cette question. Mais oui, effectivement, là, j'ai vraiment hâte de voir où ça s'en va, toute cette histoire d'équipage réduit. Mais clairement, c'est l'aube pour une nouvelle génération de fans de Star Wars. Puis j'espère sincèrement que ça va inspirer la génération alpha à partir à l'aventure, puis à se lever, puis à faire autre chose que de filmer des TikTok. Comme les parents disent, allez jouer dehors. Ouais. Donc, sur ça, on vous invite bien sûr, comme d'habitude, à vous c'est cela, à vous abonner. T'as-tu ta petite cloche, Seb, proche? Non? Oui? Voilà, à vous abonner à notre chaîne. Activez toutes les notifications, les pouces. Maintenant, les notifications, tu as différents types. Choisissez la notification pour tous les avertissements, pour être certain d'avoir tous nos avertissements et pas juste certaines choses qui ont été sélectionnées par l'algorithme. Ça va nous aider beaucoup. Bien sûr, on est disponible sur plein de plateformes. Facebook, Instagram, Thread et Blue Sky aussi. Maintenant, il y a une grosse transition de X vers Blue Sky. On est là, on est sur Blue Sky, donc n'hésitez pas. On est là depuis un bon bout de temps. Et puis, bien sûr, on va continuer à couvrir tous les épisodes un après l'autre pendant le mois de décembre et début janvier. Donc, suivez-nous de ce côté-là. On va continuer les épisodes littérature, ne vous inquiétez pas. Et écoutez, je vous le dis, on approche du 1000e épisode. On va peut-être faire quelque chose pour le 1000e épisode.
Je ne pensais jamais qu'on se rendrait là, peut-être. Et on verra, on va peut-être faire quelque chose avec les communautés, quelque chose de simple, rien de compliqué, mais surveillez ça aussi. Donc, sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.